Claude Finel, qui est attaché à la consultation du sourire de l'hôpital Rothschild et membre de la Société américaine de dentisterie esthétique, va nous présenter le blanchiment ambulatoire. Eh bien bonjour, tout d'abord un bref historique pour vous parler de Harlan qui en 1891 décrivait pour la première fois une technique de blanchiment utilisant le peroxyde d'hydrogène. En 1918, Abbott, lui, décrivait l'activation par la lumière et la chaleur de ce peroxyde. En 1983 et en 1987, Torres et Goldstein nous décrivaient deux techniques au fauteuil, utilisant pour l'un le peroxyde d'hydrogène à 70%, pour l'autre le même peroxyde à 35%. Dans les deux cas, il y avait mordant-sage de l'émail. Pour Torres, il y avait une activation grâce à un générateur thermique, et pour Goldstein, une activation par une lampe à incandescence située à 30 cm de la bouche du patient. Ce n'est qu'en 1990 que deux Américains, Heywood et Heyman, nous présentaient la technique de home bleaching, que nous appelons en France le blanchiment ambulatoire, qui utilise toujours le peroxyde de carbamide à 10% sans mordant-sage, avec une gouttière en polyvinyle utilisée à la maison par le patient. Alors concernant le principe d'action, et sans vouloir rentrer dans les détails chimiques de cette action, sachez qu'il s'agit essentiellement d'une réaction d'oxydoréduction, libérant de l'oxygène actif qui va créer une dépigmentation des colorants se trouvant à la surface dentifrice. Il est important de savoir que plus la concentration augmente, plus nous avons une rapidité d'action, que la stabilité de la teinte obtenue semble proportionnelle au temps de traitement. Les gels visqueux, qui restent plus longtemps en place, seront plus efficaces que les gels fluides, ce qui peut expliquer que certains produits sont plus ou moins efficaces pour le même composant actif. Claude, en clinique, quelles sont les conséquences pratiques de ces remarques? Non, je veux simplement dire que, en fonction de l'expérience que j'ai pu acquérir, je me suis aperçu que le blanchiment au fauteuil donnait un résultat rapide mais moins stable dans le temps, et que le blanchiment ambulatoire donnait un résultat simplement au bout de quelques jours, mais avec une teinte qui sera beaucoup plus stable dans le temps. Alors les indications, il y a d'abord les patients demandeurs, d'emblée, et puis il y a les patients qui viennent pour un traitement esthétique autre, du type facette, bridge ou composite. Pour ces patients, nous devons de les informer que l'on peut éclaircir les autres dents au préalable. En ce qui concerne les teintes jaunes et orangées, on a d'excellents résultats. Pour les teintes plus grises, les résultats sont un petit peu moins bons. Sur ce premier traitement, où l'on part d'une teinte A3,5, où l'on arrive à une teinte plus claire que le teintier de référence A1, le peroxyde de carbamide, comme dans la plupart des cas, a été utilisé, dans ce cas pendant 15 jours. Sur la diapositive de gauche, on remarque au niveau des canines et des prémolaires des petites traînées blanches de décalcification. Celles-ci vont être augmentées après le traitement de blanchiment ambulatoire. Il est important de prévenir le patient que ces taches peuvent apparaître et qu'elles se refondront dans la masse quelques jours après la fin du traitement. Il s'agit ici d'un blanchiment ambulatoire sur 16 jours qui nous permet de voir que nous retrouvons toute la structure interne de la dentine et de l'émail, notamment au niveau des incisives centrales. C'est la raison pour laquelle on devrait plutôt parler d'éclaircissement que de blanchiment. Chez ce patient, nous obtenons un résultat que nous jugeons excessif, mais c'était le désir du patient, et à partir du moment où il n'y a aucun effet iatrogène dans ce traitement, nous avons accepté de poursuivre jusqu'à 14 jours et obtenir ce résultat. Il s'agit là d'une incisive centrale supérieure gauche qui répond au test de vitalité. À la suite d'un choc, la dent, malgré sa vitalité, a jauni. Il s'agit en fait d'une apposition dentinaire. Nous avons simplement réalisé un blanchiment ambulatoire avec une action au niveau de la 21. Et voici le résultat obtenu sur la diapositive de droite, qui n'est pas parfait, mais qui satisfait pleinement la patiente. Ce résultat a été obtenu en combien de jours? Alors là, il s'agit d'une quinzaine de jours également. Nous avons pu obtenir ce résultat en 2 semaines. Et la concentration?
Alors dans ce cas, du peroxyde de carbamide à 15% a été utilisé, mais cela aurait tout aussi bien marché avec du peroxyde de carbamide à 10%. Comme il n'y avait pas du tout de sensibilité au niveau de cette dent, nous avons utilisé 15%. Dans ce cas, la 21 qui a subi un choc est dépulpée. Nous allons utiliser la technique de blanchiment interne. Petite parenthèse dans notre conférence sur le blanchiment ambulatoire. La méthode consiste à utiliser le perborate de sodium, produit oxydant que l'on peut trouver en pharmacie. Celui-ci est mis en place dans la chambre pulpaire après le nettoyage minutieux de celle-ci et l'élimination de tous les débris tissulaires qui pourraient subsister, particulièrement au niveau des cornes pulpaires. Dans tous les cas, le produit oxydant sera mis en place après un traitement canalaire approprié, la création d'un accès coronoradiculaire jusqu'au niveau cervical, l'imperméabilisation des cavités canalaires et camérales par la mise en place d'un petit bouchon obturateur de verre ionomère ou de composite. Puis il est possible de réaliser, avant la mise en place du pansement, un mordançage interne de la cavité pulpaire à l'acide phosphorique à 35% pendant 15 secondes environ, puis rinçage et séchage. On répétera l'opération 2 à 3 fois en revoyant le patient toutes les semaines. L'obturation provisoire sera réalisée avec un ciment IRM et il est possible dans certains cas de compléter ce blanchiment interne à l'aide d'une gouttière qui sera efficace au niveau de cette dent-là, comme dans le cas précédent. Dans le cas présent, ce jeune patient n'aime pas son diastème interincisif, ses petites latérales et ses canines pointues. Il a bénéficié dans un premier temps d'un blanchiment ambulatoire ayant duré 12 jours au peroxyde de carbamide à 10%, et dans un deuxième temps, des composites ont été mis en place au niveau des 6 dents maxillaires. Cette patiente se présente avec une demande concernant les 4 incisives maxillaires. Comme dans tous les cas esthétiques, nous lui avons proposé un blanchiment ambulatoire des autres dents dans un premier temps, ce qu'elle a accepté, et dans un deuxième temps, 4 jaquettes ont été réalisées au niveau des incisives maxillaires. Il s'agit ici d'un blanchiment ambulatoire réalisé avec du peroxyde de carbamide à 10% pendant 12 jours, suivi de la mise en place de 10 facettes en céramique au niveau des dents du maxillaire supérieur. Alors nous abordons les cas un petit peu plus compliqués de coloration liés aux tétracyclines. Il s'agit de mettre en place des gouttières pendant un temps plus long, car les pigments liés aux tétracyclines sont beaucoup plus tenaces. Dans le cas présent, il s'agit d'un cas léger. Le traitement a duré 1 mois et dans un deuxième temps, des composites et 2 facettes sur les incisives centrales ont été réalisées. Il s'agit là du seul cas que vous verrez réalisé au fauteuil. Notez l'aspect plus mat sur la diapositive de droite après traitement, l'aspect plus mat de l'émail lié au mordançage issu de ce traitement. Voici encore un cas de tétracycline. Blanchiment qui a duré, dans ce cas, seulement 3 semaines, avec un résultat correct. Notez néanmoins que nous gardons et nous conservons toujours la même structure, c'est-à-dire les mêmes bandes, mais tout ça est plus clair sur les diapositives de droite que sur les diapositives de gauche. Claude, dans ta présentation, tu nous parles de concentration de 10 voire 15%, mais tu ne cites jamais les concentrations qui sont plus importantes. On nous parle actuellement de 22, 30 voire 35%. Alors moi, dans ma pratique quotidienne, effectivement, j'utilise beaucoup le 10 et 15% de peroxyde de carbamide, notamment en port nocturne. Bon, tout d'abord, il faut bien comprendre que lorsqu'on vous parle de peroxyde de carbamide, ce n'est pas la même chose que peroxyde d'hydrogène. Lorsqu'on parle d'une concentration de, par exemple, 10% de peroxyde d'hydrogène, ça correspond à 3 fois plus en concentration de peroxyde de carbamide. C'est-à-dire 10% de peroxyde d'hydrogène, c'est 30%, environ l'équivalent de 30% de peroxyde de carbamide. Bien maintenant, concernant les concentrations de 20-22%, voire 30%, eh bien, je les réserve également aux gouttières, mais en port diurne, c'est-à-dire une demi-heure à 1 heure par jour, 1 à 2 fois par jour. Après, dans un premier temps, vous avoir présenté quelques cas cliniques. Voyons comment tout cela se passe en pratique. Lors d'un premier rendez-vous, nous recevons le patient.
Alors, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir communiquer avec lui. Dans toutes les techniques d'esthétique, c'est le cas. Il est important de pouvoir évaluer sa demande et ses exigences. Un examen clinique s'impose, évidemment, comme pour tout traitement, et comme avant tout traitement, pardon. Bien évidemment, il n'est pas question de réaliser un traitement de blanchiment sans traiter préalablement les lésions carieuses. Il est important également, on en reparlera un petit peu plus tard, d'évaluer si le patient n'a pas d'hypersensibilité dentinaire. Cela peut être fait à l'aide du jet d'air, par exemple, ou en posant quelques questions d'usage aux patients du type « Avez-vous les dents sensibles lorsque vous buvez de l'eau froide ?» Bien sûr, il est nécessaire d'éliminer toutes les colorations extrinsèques par un détartrage soigneux et un polissage approprié. Et enfin, si cela vous est possible, une photographie pourra être prise avec la teinte la plus proche du teintier de référence. Sinon, vous pouvez prendre la teinte à haute voix avec la participation du patient. Et puis, lorsque tout cela est réalisé, des empreintes peuvent être prises. Ces empreintes, pour ma part, je les prends avec des porte-empreintes de Jouvin qui sont très adaptées à ce type de réalisation. Alors, une fois que les empreintes sont prises, nous passons au laboratoire. Au laboratoire, les empreintes sont coulées et les moulages sont marqués en suivant le collet gingival à 1 mm de celui-ci environ. La résine d'espacement est mise en place sur les faces vestibulaires des dents concernées, sans dépasser la limite marquée à 1 mm et en laissant un demi-millimètre autour des bords vestibulaires de la dent. Et puis le modèle est posé sur le socle de l'appareil à thermoformer. Et grâce à cet appareil qui va chauffer la plaque en polyvinyle, on obtient une gouttière qui pourra être découpée après le démoulage. Cette gouttière découpée va être essayée au cabinet dentaire. Rendez-vous de pause lors duquel nous allons essayer les gouttières. Nous essayons donc les gouttières. Vérifions qu'elles sont à fond, bien adaptées, ne débordent pas au niveau gingival. Nous demandons au patient de les essayer lui-même, afin qu'il puisse s'entraîner, puisqu'il sera seul à la maison pour le faire. Et puis nous expliquons au patient comment utiliser le gel, comment le mettre en place, quand le mettre en place, c'est-à-dire le soir, après le brossage et avant de se coucher, et comment nettoyer sa gouttière le lendemain matin, avant de repartir pour une journée de travail. Nous donnons aux patients des conseils, les conseils d'hygiène alimentaire. Nous lui conseillons de ne pas boire de café trop serré, ni de colorant, et surtout de ne pas fumer. Nous prévenons le patient qu'il est possible de nous joindre à tout moment s'il avait le moindre souci ou le moindre problème. Quand tu as affaire à un gros fumeur, et qu'il ne peut pas diminuer, ou tu sais parfaitement qu'il ne diminuera pas sa consommation de cigarettes, comment gères-tu ton traitement? Tout d'abord, je ne garantis pas le résultat à ces patients. Et parfois, je leur propose une gouttière de protection. Une gouttière de protection qui est réalisée de la même façon que les gouttières thermoformées qui servent au blanchiment ambulatoire, mais qui est réalisée avant la mise en place de la résine d'espacement et qui monte sur la gencive. Une véritable gouttière de protection que le patient va devoir mettre en place haut et bas avant d'allumer la cigarette. Alors pour certains, ça les dégoûte vraiment de la cigarette, et puis ceux qui utilisent la gouttière de protection, qui jouent le jeu, me ramènent des gouttières vraiment très jaunies par le tabac. Mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. Lors de ce contrôle à 7 jours, nous avons parfois une doléance du patient concernant la sensibilité dentinaire lors du traitement. La plupart du temps, cela passe ou le patient supporte très bien. Lorsque cette sensibilité est trop importante, il faut proposer au patient d'espacer les séances, de porter la gouttière une nuit sur 2, voire une nuit sur 3, et éventuellement de mettre dans la gouttière un gel de fluor vendu dans le commerce ou en pharmacie, qu'il pourra porter 5 à 10 minutes le matin et 5 à 10 minutes le soir.
Au bout de combien de jours de traitement le patient peut-il commencer à avoir un résultat? Eh bien, en fait, on a un résultat assez rapidement. C'est-à-dire que déjà au 3-4e jour, il voit la différence. Mais il faut surtout prévenir les patients qu'ils continuent les 12 jours, voire 14 ou 15 jours de traitement, de façon à bien stabiliser l'atteinte. Et aussi, il est également important de prévenir le patient qu'il y a une petite baisse en fin de traitement, dès qu'on arrête le blanchiment, une petite baisse de la luminosité qui est de l'ordre de 10 à 15% de ce qu'on a obtenu comme blanchiment. Alors, quelles sont les contre-indications de ce traitement de blanchiment ambulatoire? Concernant les enfants et les adolescents, qui ont des pulpes beaucoup plus importantes, il y a lieu d'être très prudent. En ce qui me concerne, je ne réalise pas, bien sûr, de traitement de blanchiment pour les enfants, et les adolescents sont pris en charge à partir de 17-18 ans. L'hypersensibilité dentinaire est une contre-indication, car lorsque, dès le départ, soit au jet, soit à l'air froid, soit en buvant de l'eau un peu glacée, le patient se plaint de grosses douleurs dentinaires, il y a tout lieu de penser qu'il ne supportera pas le traitement de blanchiment, quel qu'il soit. Les taches blanches ou brunes de l'émail, comme vous le voyez sur ces diapositives, ne cèdent pas au blanchiment. Au contraire, les taches blanches vont avoir tendance, dans un premier temps, à ressortir. Ce type de traitement, ce type de tâche est plutôt du ressort de la microabrasion. En ce qui concerne les dyschromies au tétracycline, là où on pourrait penser qu'il y a une contre-indication, nous nous apercevons qu'il s'agit d'une contre-indication toute relative, comme vous pouvez le voir sur ces diapositives. Il est important de prévenir le patient qu'on n'obtiendra pas au final une teinte blanc uniforme, qu'on gardera les mêmes bandes, mais qu'on aura quand même un résultat visible, même s'il n'est pas parfait. Concernant les polycaries, on en a parlé, évidemment c'est une contre-indication, mais lorsque tout est traité et lorsque les polycaries sont stabilisées, on peut traiter le patient en blanchiment. Bien sûr, les prothèses et les composites ne s'éclaircissent pas, il faut le savoir, et cette patiente qui a eu une demande concernant l'éclaircissement de son sourire, a été prévenu que la 11 resterait à la teinte initiale. Et nous avons été amenés dans un deuxième temps à réaliser un ignécor zircone et une couronne in-céram sur cette dent. Bien sûr, les patients qui vous paraissent psychologiquement instables ne sont pas du ressort des traitements esthétiques en général. Quels sont les avantages du blanchiment ambulatoire, et en particulier en comparaison avec les techniques dites au fauteuil? Mais d'abord, il y a une simplicité de mise en œuvre évidente. Dans un autre registre, il faut savoir que l'occupation du fauteuil est extrêmement limitée. La première séance, une demi-heure. La seconde séance dite de pause, une autre demi-heure. Et puis 2 séances de contrôle, un quart d'heure chacune. 1h30 en tout pour un traitement global. Lorsque les patients te posent la question, docteur, faudra-t-il refaire le traitement? Combien de temps le traitement va-t-il durer? Qu'est-ce que tu leur réponds? Lorsque les patients me posent cette question, je leur réponds que comme après un lifting, la peau se ride et vieillit de nouveau, eh bien après un blanchiment, physiologiquement, petit à petit, les dents vont foncer. Mais qu'il lui va falloir de nombreuses années avant d'arriver à la teinte de départ, soit environ 10 ans, c'est une moyenne. Quelquefois, je leur cite cette étude, qui est une étude américaine qui date de 1994, pour laquelle on a questionné des patients ayant eu ce type de traitement. Ils ont répondu que le résultat est resté à peu près stable pour 74% d'entre eux à 1 an et demi et 62% à 3 ans. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut dire sur la pérennité du traitement. Donc, on peut dire aux patients, vous ne retrouverez pas la teinte initiale avant au moins 10 ans, mais petit à petit, vos dents vont quand même foncer. Alors, évidemment, un point très important concerne l'innocuité de ces traitements de blanchiment, en particulier de ce traitement de blanchiment ambulatoire. Alors, l'innocuité. Devant une demande esthétique du patient, il est évident que nous ne devons pas nuire. Et il est important
de savoir que ces produits sont en règle générale ne sont pas dangereux. Il faut savoir qu'en 61, Stewart parle de désinfection endodontique. Il se sert donc du peroxyde de carbamide comme désinfectant de l'endodonte. Williams désinfecte, lui, la gorge et le pharynx. En 74, Manold et ses associés réussissent à guérir certaines lésions gingivales chez le rat grâce au peroxyde de carbamide. En 82, Firestone montre un effet anticariogène et des propriétés antiplaques du peroxyde d'urée. C'est en 1990, date importante, qu'Heywood et Heyman, deux Américains, présentent le blanchiment ambulatoire, accompagné d'une étude, étudie l'incidence du blanchiment ambulatoire sur la texture superficielle de l'émail. Étude in vitro, réalisée sur 33 prémolaires extraites, bref, ils déduisent qu'il n'y a aucune altération ni de l'émail, ni de la dentine, grâce au microscope à lumière, puis au microscope électronique à balayage. Fauché et ses collaborateurs en 1994 nous décrivent dans un article dans Clinique l'incidence sur l'état de surface de l'émail de ces techniques. Cette étude est in vitro et l'observation au microscope électronique à balayage et à la sonde électronique ne montre aucune modification du rapport calcium-phosphore, rapport très important pour l'équilibre des tissus durs. C'est enfin en 1996 qu'une équipe américaine, à la demande de l'American Dental Association, que cette équipe va donc étudier l'effet du peroxyde de carbamide à 10% sur les tissus mous. Là non plus, on n'a pas pu montrer d'effets iatrogènes ou d'effets néfastes de ce produit sur les tissus mous. On peut donc être rassuré avec toutes ces études, ce produit ne semble pas toxique. En conclusion, nous avons une technique simple, efficace et sans danger, qui est capable de permettre à nos patients de retrouver le sourire. Pourquoi nous en priver? Je vous remercie de votre attention.